En fait, sur mon premier Tour de France, j'ai pris 3 kilos. Ok. J'étais 3 kilos plus lourd à la fin qu'au début. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui semblent, si on élargit un peu la focale quand on y réfléchit, qui sont absurdes, qui semblent idiotes à faire du vélo. C'est l'inverse d'un sprinter où en fait, il me manque un peu de force musculaire pour réussir à produire un effort extrêmement intense. Salut à tous, on est à Lons-les-l'Abbé aujourd'hui pour le premier épisode de notre toute nouvelle série. Le concept il est simple, je parle à la rencontre de coureurs cyclistes professionnels ou ex-cyclistes professionnels pour en savoir un peu plus sur leur personnalité, leur manière de s'entraîner, qu'ils nous racontent un peu leur carrière, bref, plein de sujets passionnants. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de rouler avec Guillaume Martin, coureur de la Groupama FDJ. Alors Guillaume il avait une grosse sortie à faire ce matin, donc il est déjà parti un peu en avance. Il m'a donné rendez-vous à quelques kilomètres d'ici, allez suivez-moi. Salut Guillaume. Salut. Et bah, je te souhaite déjà une bonne année pour commencer. Bah ouais, pareil, meilleurs vœux. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Une année en danseuse. En danseuse, mais vite. Des victoires. Avant qu'on aille plus loin, dis-nous où est-ce qu'on va aujourd'hui sur tes routes d'entraînement? Alors on est, là on vient de passer la ville de Domfront, qui est un joli petit village, connu pour son poiré, qui va rendre du cidre avec les poires. Bon, ça vous aura pas échappé, Guillaume il a ses nouvelles couleurs de la Groupama FDJ. Est-ce que tu peux Et un kawaii aussi, ça ne vous aura pas échappé non plus. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ce transfert? Tu le sais depuis l'officialisation c'était depuis août, mais tu l'as lâché avant, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Les contacts ont vraiment eu lieu en juin. En vérité c'est un retour aux sources parce que j'avais été stagiaire déjà chez FDJ en 2014. Et puis en juin, on a eu une visio avec une partie de l'équipe dirigeante et ça s'est très bien passé. Et je crois qu'en 2 semaines, j'avais donné mon accord pour rejoindre l'équipe. D'accord, ouais. Pour expliquer un peu aux gens, c'est ça, c'était une première discussion en juin. Et donc, qu'est-ce qui te donne l'envie de signer là-bas? Comment ça se passe? Du coup, en deux semaines, tu as été convaincu? Bah, je pense que tous les coureurs se décident pour différentes raisons. J'ai senti à la fois une détermination et un côté très professionnel dans leur manière de travailler et en même temps une bienveillance et une confiance à l'égard du coureur. Donc c'est plus un état d'esprit au sein de l'équipe qui m'a fait décider que des choses vraiment concrètes en fait. Qu'est-ce que tu attends là de ces 2 années à la FDJ? Je dis 2 années parce que c'est 2 années de contrat. Bah écoute, de vraiment retrouver le plaisir sur le vélo que peut-être avec l'enchaînement des saisons à haut niveau, avec une certaine routine que j'ai pu avoir en étant pendant longtemps à la même équipe, j'ai peut-être perdu un peu. Donc retrouver ce plaisir simple de faire du vélo et je pense que du coup les résultats suivront et engendreront à leur tour du plaisir. Justement, tu as déjà plusieurs années chez les professionnels, tu as toujours des axes que tu veux travailler et où tu as encore de la marge pour progresser? Oui, et puis là, le fait de changer d'équipe, en fait, ça me permet de voir de nouvelles manières de m'entraîner, justement. Donc, d'avoir un regard neuf sur mes performances et là où je peux m'améliorer. Donc, je pense que oui, à 31 ans, j'ai encore des marges de progression. Ouais. Donc là, tu vas annoncer cette année ton programme. Tu vas avoir notamment le Tour de France. Alors, le programme maintenant est officiel, donc je peux l'annoncer. Je serai de nouveau sur le Tour de France qui, chose exceptionnelle, passera en Normandie, passera même à quelques centaines de mètres de chez moi. Donc ce sera un grand moment de ma saison. Je serai aussi au départ du Tour d'Espagne, une course qui m'est chère. Et voilà, d'ailleurs on n'est pas très loin des routes du Tour là, actuellement. Et justement, il y a une nouvelle mode, on peut dire, dans le peloton, c'est les virages. Un virage Martin du côté de Vire, peut-être un peu avant, c'est quelque chose qui pourrait te plaire forcément. À Vire, ce sera l'arrivée, donc il faudra peut-être le faire un peu avant. Mais là, ce soir, j'ai un événement avec mon club, une galette des rois avec mon club des supporters. Donc peut-être qu'ils me donneront quelques pistes sur ce qu'ils sont en train de prévoir. Mais j'espère bien qu'il y aura pas mal de supporters sur le bord de la route. Ouais. Donc là, Guillaume, tu vas partir sur un exercice de lactique. Ça correspond à quoi pour vrai? Oui, dans le détail, c'est 30 secondes d'effort vraiment très intense,
Et la particularité, c'est que pendant 4 minutes 30 ensuite, c'est de devoir faire un contre-effort, un tempo pour être capable de garder un certain rythme après l'effort. Donc pour simuler un peu une attaque suivie d'un tempo pour tenir l'attaque en gros. Ok, donc ça c'est un peu... Ça c'est une série en gros que j'ai déjà faite 4 fois dans la séance, que je dois faire 5 fois en tout. Et après je conclurai par 2 fois 30 secondes, vraiment quasiment effort max. Libre à toi de me suivre, je crois que tu es puncher donc ça sera peut-être pas difficile pour toi. Eh ben, Ce qui sera difficile pour moi, ne sera pas pour toi. Et après on ira faire un exo dans un col, ce sera peut-être différent. Eh ben, j'ai essayé, j'ai tout donné. Et puis, et puis on verra ce que ça donne quoi. Vas-y. Ouais. Là tu peux dire à combien t'étais droite ou pas? J'ai pas trop regardé, je t'avoue. Ah ok. C'est un bloc, on regarde pas là. Plus à 700. Ok. Mais tu vois, un profil sprinter, je fais ça après comme ça. Ah ouais. Et moi j'arrive pas à vraiment tout mettre, tu vois. Ok ouais. Donc là on approche de Coulonges, c'est ça? On a combien de temps à peu près de chez toi? On est à une petite heure je dirais. Ok. Donc C'est là les routes que je prenais, j'étais au sport études de flair au lycée. Et donc, c'est des routes qu'on prenait assez souvent à l'entraînement. ok. Pour revenir sur ton exercice, alors là c'est 30 secondes, mais il se passe quoi dans ton corps quand tu as de la lactique dans les jambes? Comment ça se passe pour expliquer un peu aux gens? Bah moi avec mon profil, c'est l'inverse d'un sprinter où en fait il me manque un peu de force musculaire pour réussir à produire un effort extrêmement intense, surtout par ce temps-là. Par contre donc je suis un peu limité musculairement. Par contre j'ai cette capacité à reproduire les efforts. Donc je dirais que c'est pas l'effort le plus dur qui soit pour moi. Ok. Mais je suis pas perclus de toxines et à 2 doigts de vomir après l'effort comme certains profils plus punchers peuvent l'être. Par contre, je peux pas aller beaucoup plus vite parce que j'ai cette limitation musculaire, je dirais. Et donc l'effort où tu te fais vraiment mal, où tu es à bout, c'est dans l'école quand tu enchaînes les... Oui, c'est ça, c'est mes qualités, c'est ma capacité à aller très loin dans l'effort sur des efforts de 10, 20, 30 minutes, voire plus. Ouais. Ok, ouais. Et donc là, quand on arrive à bout d'une étape de montagne, que ce soit, alors on parle sur le Tour de France, mais il y a toute l'école aussi sur toutes les courses tout au long de l'année. Quand on arrive en haut d'un col, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qu'on ressent? Du soulagement d'être au bout. C'est vrai que c'est beaucoup de souffrance, il n'y a pas beaucoup de plaisir sur le moment, mais le plaisir, il est après aussi dans la fierté d'avoir tout donné, d'avoir pas abandonné, pas baissé les bras. Parce que on passe par des états psychologiques très différents sur une longue montée. Et donc, il y a la fierté quand on arrive à la fin de la dernière étape de montagne du Tour de France, de se dire on s'est battu chaque jour et on n'a jamais baissé les bras, quoi. Et derrière tout ça, il y a tous les sacrifices avant. Là aujourd'hui, par exemple, à l'entraînement, il pleut, on n'a pas forcément envie de sortir quand c'est comme ça? Oui, bah c'est sûr que c'est pas la météo la plus agréable qui soit. Après, j'ai fait le choix de rester habité en Normandie, donc ça passe par certains entraînements comme ça. On a quand même des bons équipements maintenant qui permettent d'affronter des météos un peu extrêmes. Et puis, moi, le confort psychologique d'être auprès de mes proches vaut bien quelques sorties un peu désagréables sous la pluie. T'es un passionné de vélo toi ou pas à la base? Passionné de tous les sports, je dirais. Ok. Ouais, pas plus de vélo que d'un autre sport. Enfin, je regardais Paris-Roubaix, je regardais le Tour jeune, mais
Enfin, je regardais vraiment tous les sports, quoi. Ok. C'est en moi, cet instinct de compétition aussi. Et le vélo, ça arrivait comment? Et le vélo, c'est arrivé parce que mon père en avait fait un peu, plus jeune, et donc lui aussi avait gardé cet amour-là. Donc quand moi j'étais petit, il m'emmenait sur les courses. Et donc voilà, et puis je pense que côté sport individuel, sport d'endurance, c'était fait pour moi. Si tu n'avais pas été coureur cycliste professionnel, est-ce que tu penses que tu aurais eu des qualités pour performer dans le sport? J'ai fait un peu de football, Ok. c'était pas mauvais. Il manquait là aussi un peu de puissance, mais techniquement j'étais bon. Sport de raquette, enfin j'étais, à part le rugby peut-être, j'étais bon dans à peu près tous les sports. Ouais, Guillaume, j'avais une question à propos de la nutrition. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec tous les coureurs qui pèsent leurs aliments. Par exemple, est-ce que toi tu fais partie de ces coureurs qui sont vraiment à cheval par rapport à ça? À cheval non, parce que j'écoute surtout mon corps et mes sensations, mais c'est vrai que ponctuellement ça peut m'arriver, notamment sur les grands tours, les courses par étapes. En fait, sur mon premier Tour de France, j'ai pris 3 kilos. Ok. J'étais 3 kilos plus lourd à la fin qu'au début, parce que tout simplement j'avais peur de ne pas manger assez, de l'hypoglycémie. Et donc à chaque repas, je me reservais une petite plâtrée de pâtes en trop. Et donc à la fin, j'étais moins performant, j'avais plus faim. Donc suite à ça, moi j'ai été demandeur, et puis maintenant c'est vrai que c'est intégré dans le staff des équipes d'avoir ce suivi-là. Et c'est vrai que c'est vraiment une des composantes de la performance, d'avoir ni trop ni pas assez, en fait, d'avoir vraiment le carburant nécessaire pour les efforts. Donc ça fait vraiment partie du métier. Ouais. Tu l'avais senti à la fin de ce tour que tu avais pris 3 kilos? Oui, je sentais que j'étais fatigué parce qu'il faut les digérer, il faut les porter dans chaque col. Donc oui, bien sûr. Ouais. Et à côté de ça, tu me disais aussi en off que, alors c'est pas sur le plan de la nutrition, mais sur un peu les gains marginaux, que par exemple sur une étape du Tour de France, tu vas pas toujours au massage. C'est vrai que je fais partie aussi de ces coureurs, il y en a quelques-uns qui parfois préfèrent être tranquilles dans leur chambre, se reposer plutôt qu'aller au massage. Si je le vis comme une contrainte, quelque chose que je dois faire en plus, je me dis que ça va pas être très, très efficace. En plus, il y a je crois des études qui ont montré que d'un point de vue drainage veineux, récupération pure, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc voilà, je pense pas que ce soit une faute professionnelle de ne pas y aller. Surtout si voilà, ça me permet d'être plus serein. Il faut savoir que sur une journée de Tour de France, on pense tout est tourné, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, tout est tourné vers la course. Et moi j'ai besoin à un moment donné dans ma journée de couper, quoi. Et donc ça, les équipes, elles sont ok par rapport à ça? Oui. Ouais. Oui. On fait quand même, voilà, il y a des personnes intelligentes dans les équipes et ils savent personnaliser les choses aussi. Ouais. Ok, je reviens sur la partie nutrition. Là, on sort des fêtes de Noël, Nouvel An. Comment ça se passe quand on est coureur cycliste professionnel? Est-ce qu'on peut quand même se faire un peu plaisir? Oui, moi en plus les courses reprennent seulement mi-février, donc il y avait encore un peu de temps. Après, je pense que de manière générale, mais ça c'est une recommandation pour la vie de tous les jours, quand on est dans l'excès dans n'importe quel domaine, c'est pas bien. Par contre, voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être dans l'excès, à vivre comme un moine tout le temps. C'est pas forcément bon non plus. Donc ces moments de plaisir familiaux où on se retrouve autour de la table, ils sont nécessaires dans une année. Et moi en tout cas, je veux dire, même à l'approche d'un Tour de France, je me fais encore des plaisirs alimentaires, je me restreins pas sur grand chose. Il allait vite là, coureur à pied là. Ouais, il courait vite, hein. Plus vite que nous à vélo. Et nous on avance de face. Ok, et ça te pèse toi, cette vie de professionnel, ou faire vraiment attention à tout? Non, encore une fois, parce que par rapport à ce que je viens d'expliquer, en fait, si je le vivais vraiment comme une contrainte, ce serait pesant. Ça aurait pu l'être à un moment donné dans ma carrière où je m'imposais des contraintes qui n'avaient pas lieu d'être. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut être avant tout bien dans sa peau, bien dans son corps pour être performant. Donc ça signifie parfois lâcher sur certains points. Allez, petite pause boulangerie.
Bonjour. Je vais prendre un flan, on va prendre des cafés déjà. Bon, du coup, on se fait une petite pause à la boulangerie. Là, on a 1h30 de sortie. À l'occasion de poser quelques Pour questions toi avec. Oui, pour moi. Moi un peu plus. Mais tu vas rallonger après. Ouais. Guillaume a été souvent associé comme le coureur intellectuel du peloton. Est-ce que c'est une image que tu apprécies ou est-ce que ça te saoule un petit peu? Comment te dire Oui, non, quand c'est vraiment cliché, je dirais que ça me saoule plutôt. Mais après, je revendique. Hein, je pense qu'il faut être fier quand on a fait des études. Donc, voilà, avoir un master de philosophie, c'est pas quelque chose du tout dont j'ai honte. Mais il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que j'ai un master de philosophie que je parle de Platon et de Socrate au petit déjeuner, au déjeuner et le soir encore à table pendant les courses. Donc voilà, faut pas être dans les clichés du la tête et les jambes, le cycliste philosophe, etc. quoi. Ok, et justement, tu as écrit 3 livres, dont un dernier, là, qui est sorti fin octobre, début novembre. Est-ce que tu peux nous le pitcher en 30 secondes pour donner aux gens envie d'aller le lire? Alors c'est pas facile de le pitcher en 30 secondes parce que il y a 3 histoires qui se mêlent. Le titre c'est Les gens qui rêvent et ça parle un peu de la région qu'on a traversée aujourd'hui, de cette Suisse normande, qui est vraiment un des personnages centraux du livre et de l'attachement qu'on peut avoir à ses origines, à son territoire, à son enfance. Ces 3 personnages il y a moi, il y a mon père, il y a un personnage historique qui a habité sur les lieux où on a grandi il y a 4 siècles et ces 3 personnages qui ont une forme de nostalgie de l'enfance, de cette période de l'illusion où on était toujours... on a l'impression qu'on était insouciant. Et donc voilà, la question qui traverse ce livre, c'est un peu comment on fait pour entretenir le rêve, que deviennent les rêves quand ils se confrontent à la réalité. Ce livre-là, du coup, tu l'as écrit en combien de temps? Et est-ce que ça t'arrive d'écrire après une course ou dans ta chambre d'hôtel pendant les stages? Alors c'est dur de dire combien de temps vraiment ça m'a pris pour écrire le livre. En réalité, la phase d'écriture, c'est presque pas la plus longue, ça a duré peut-être un hiver, 4-5 mois. Parce que le plus long après, c'est le travail avec l'éditeur, les relectures, etc. Et j'écris un peu à tout moment, dès que j'ai un peu de temps, à peu près les sorties l'après-midi, mais dans les transports en commun beaucoup, dès que j'ai un moment. Est-ce que des fois, en course ou sur le vélo, tu réfléchis justement à comment tu vas formuler certains trucs, qu'est-ce que tu veux écrire? Sur le vélo, il y a peut-être des choses qui se passent, qui se trament en moi, mais c'est pas le moment où j'ai plus de pensées conscientes de ce que je vais écrire. Non, c'est plus... Moi, c'est un moment où déjà c'est mon métier, c'est là où je travaille et c'est un moment plus où je me vide la tête aussi presque. Donc en fait, il faut vraiment dissocier ce travail d'écriture et ta vie et ta carrière professionnelle de coureur cycliste. Oui, mais de toute façon, je pense qu'on a on a tous plusieurs choses dans nos vies et qui ne sont pas forcément reliées. Donc oui, moi, c'est des choses différentes. J'en ai plein d'autres dans ma vie et que je ne connecte pas forcément. Allez, on est de retour sur le vélo après la petite pause café. Guillaume, j'ai lu dans une interview que tu disais que tu trouvais que le vélo était un sport absurde. Est-ce que tu peux développer un peu ton propos? Absurde par différents points. C'est vrai que quand on y pense, c'est quand même bizarre de s'infliger parfois la souffrance qu'on s'inflige, de rouler, alors maintenant ça va, il fait beau, mais tout à l'heure on était bien trempés, de rouler comme ça sous la pluie, dans le froid, alors que rien ne nous y oblige, surtout toi, parce que toi t'es pas payé pour ça. Le danger qu'on prend aussi, le risque, quand on est en plein peloton. Enfin voilà, il y a plein de choses qui semblent, si on élargit un peu la focale, qu'on y réfléchit, qui sont absurdes, qui semblent idiotes à faire du vélo. Pour autant, on a plaisir à faire ça, donc le mécanisme psychologique derrière tout ça est un peu étrange. Mais je trouve que c'est ça qui est beau, en fait, c'est l'absurdité du sport en général, de faire des choses gratuites. Heureusement que nous, êtres humains, on est capable de faire des choses pour rien. C'est pour ça que l'art existe, par exemple, et c'est pour ça que le sport existe, et c'est peut-être une caractéristique de l'être humain. Et justement, qu'est-ce qui t'anime toi le matin quand tu prends ton vélo? Je pense que justement, il y a cette idée de ce plaisir à faire quelque chose qui soit gratuit, qui soit pas une dépense pure, qui soit pas utile. Je trouve que ça, c'est assez beau comme concept de se dire que voilà, le corps se dépense sans qu'il ait besoin de se dépenser par rapport à
il y a quelques siècles où en fait on pensait même pas à faire du sport parce que dans les milieux paysans notamment, il fallait la dépense physique, elle était pour générer de l'énergie, pour avoir de la nourriture, pour des besoins plus simples. Et aujourd'hui, avec le confort qu'on peut avoir dans nos sociétés modernes, on a ce luxe de pouvoir avoir une dépense énergétique gratuite. Ok, ouais, tu vois ça comme un luxe du coup? Par rapport Oui, à... ça me semble, si on réfléchit de manière historique, ça me semble évident que c'est un luxe. De toute façon, le sport moderne, il est né au 19e siècle. Donc au moment où après les révolutions industrielles, au moment où nos sociétés se sont considérablement enrichies, au moment où il y a eu des classes bourgeoises qui se sont créées et développées. Donc, et d'ailleurs, voilà, à la base, le sport, c'est plutôt une pratique des nobles ou des bourgeois, des personnes en fait qui avaient plus le besoin de travailler de leurs mains et qui du coup se dépensaient physiquement mais gratuitement encore une fois. Après je dis ça, voilà, je suis pas historien mais... Non mais c'est super intéressant. Mais j'ai fait un mémoire sur le sport, donc je suis un peu intéressé à l'histoire du sport, à son apparition, enfin sa réapparition après... sa réinvention par Pierre de Coubertin après les Jeux Olympiques antiques. Bon, on va pas parler là, moi je vais être trop essoufflé. Bon là Guillaume, tu refais ton accélération 600 watts. Je pense que je peux pas tenir dans la roue là. Là ça picote. Ah là il n'y a pas d'histoire de vent, de pente. C'est les jambes. Ah, il y a une histoire de pente, oui, justement. Bah là c'est plus compliqué là. Là ça commence à picoter dans les jambes. Et puis le souffle c'est un peu plus compliqué aussi. Hein. Un peu moins parler là. Toi Guillaume, tranquille? C'est là, il faut que je fasse les questions et les réponses tout seul en fait. Là. On voit le bout là. Ah, vas-y Guillaume. Au virage. C'est quoi la question que tu aimerais qu'un journaliste te pose quand t'as jamais posé? Non justement, j'aimerais poser des questions aux journalistes là, mais sur le vélo, tu vois. C'est le moment. Leur rabattre le claquet. Il y a une question qui revient souvent aussi, c'est comment vous faites pour grimper l'école à cette vitesse, etc. Vous paraissez pas essoufflé, mais... Ouais. Ça c'est plutôt une question du grand public. Ouais. Et en fait, le grand public s'imagine peut-être pas que voilà, c'est notre métier, que tous les jours on fait ça, quoi. Donc forcément on devient expert. Ouais. On est en haut là, ça peut te rassurer. Ça c'est un autre truc aussi du grand public. Allez, ça bascule. Et maintenant avec les compteurs, on voit bien qu'il reste 3 km et que ça bascule pas. Ou devant, allez, ils sont pas loin. À l'oreillette, on vient de nous dire, ils sont à 2 minutes 30. Ça, c'est assez énervant. Et ça, c'est énervant, c'est ça, ouais? Ouais, tu peux imaginer. Ouais. Quand t'es à fond là, tu vois, moi j'ai été honnête. Je t'ai dit ça bascule, ça basculait vraiment. Après, ça remonte un petit peu, mais 3 fois rien. Justement, dans cette montée, Guillaume, tu parlais des journalistes. Tu voulais fermer avec la peau journaliste. Quel rapport, tu vois, toi, aux journalistes? Est-ce que l'exercice d'interview, c'est un exercice qui te plaît? Est-ce que parfois, bon, on va le dire grossièrement, mais c'est saoulant? Là, je plaisantais. Enfin, heureusement qu'il y a des journalistes et ça fait partie de l'écosystème du vélo avec les sponsors. Enfin voilà, si il n'y a pas de visibilité à notre sport, il ne peut pas exister. S'il n'y a pas de public, c'est la même chose. Donc après, voilà, c'est quand les questions sont clichés, quand c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, que ça peut devenir un peu plus pénible. Ouais. Mais voilà, j'aime bien. C'est sûr que je préfère une interview même qui peut être où on vient me sortir de ma zone de confort, où on me pose des questions qu'on m'a jamais posées, même si c'est des questions un peu embarrassantes, je préférerais toujours ça à une interview un peu bateau, quoi. T'as des exemples de questions qui t'ont plu? Des questions qui m'ont plu. Ou justement, on me posait la question sur ma position par rapport au réchauffement climatique en étant cycliste, c'est-à-dire en prenant l'avion plus souvent que la moyenne,
Donc voilà, c'est un peu ce paradoxe du cycliste qui fait un sport vert et qui en plus personnellement a des convictions écologiques et qui a un mode de vie qui est parfois contraire à ses convictions. Voilà, ça c'est quelque chose de toute façon qui m'interrogeait déjà personnellement. J'ai pas eu besoin qu'un journaliste me la pose pour m'interroger dessus. Mais du coup ça me permet voilà, de me questionner encore un peu plus. Et voilà, le problème c'est que j'ai fait un première interview sur ce sujet-là et qu'ensuite il y a peut-être 15 journalistes qui sont revenus pour me reposer les mêmes questions. Ouais. Et c'est là où ça devenait pénible. Ouais. Et quand tu arrives sommet de col, t'es à bout, les journalistes qui te sautent dessus. Voilà, Oui, et ça comment tu le parfois vis aussi dans un sprint ou à un moment donné de course où pour X raisons t'es un peu les nerfs à vif. Et là il faut être capable de ne pas craquer, de ne pas insulter personne, de ne pas avoir de propos désobligeants pour personne. Et tout de suite réussir à prendre de la hauteur par rapport alors qu'on est plus lucide à gauche. Alors qu'on est plus lucide parce qu'on vient de faire un effort extrêmement violent. Ça c'est pas toujours évident. Et il y a un autre sujet, alors j'ai pas envie qu'on s'étale là-dessus parce qu'on en parle déjà beaucoup trop. C'est le dopage. Et c'est pareil, ça revient souvent dans les questions de journalistes sur les substitutions. Ou du grand public évidemment. Ou du grand, ouais. voilà. Et toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que pareil, c'est un peu. Pareil, je vais remplir le même mot, saoulant d'avoir toujours les mêmes questions à ce propos? Oui, c'est la même chose que pour d'autres sujets. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, donc ça ne doit pas être un sujet tabou qu'on évite. Ouais. Pour autant, si c'est la question qui revient tout le temps, encore plus par des journalistes qui sont là que sur le Tour de France par exemple, qui ne nous suivent pas toute l'année, ça peut être pénible parce que ça traduit en fait une méconnaissance de ce qu'est notre sport et notre quotidien aujourd'hui. Petit point sur la sortie, Guillaume, on en est où là? On est à 5 minutes de l'écurie. Ok, Là on passe derrière mon collège. ok. Ah ouais, donc t'étais vraiment ok. Vraiment ici. Ouais. Collège René Cassin. Là, Ok, c'était ouais, le j'ai- stade de rugby où on faisait de Ah, l'endurance, de la course à pied. Ok. Et du rugby, mais j'ai des meilleurs souvenirs en course à pied qu'en rugby. Ouais. Alors on arrive sur la fin de la sortie, Guillaume. J'avais un dernier thème à évoquer avec toi. C'est le sujet de la famille en tant que sportif de haut niveau. Vous êtes très souvent parti en tant que coureur cycliste professionnel. Est-ce que c'est compatible d'avoir une vie de famille en tant que coureur cycliste professionnel? Et comment toi tu vis tout ça? Il y a tous les cas de figure évidemment, mais heureusement que c'est compatible. Après c'est sûr que moi j'ai la chance d'avoir une compagne qui alors parfois c'est dur l'éloignement, mais qui comprend mon mode de vie, on a pris notre rythme. Mais oui, il faut que les gens se représentent que c'est plus de 200 jours, parfois 250 jours partis dans l'année, donc plus d'un jour sur deux. Et donc ça implique une organisation, c'est sûr, et puis encore plus quand moi j'ai pas d'enfants, mais quand il y a des enfants, j'ai des coéquipiers évidemment qui en ont, et l'éloignement peut être difficile, oui. Allez, on arrive sur la fin de la sortie. Là, j'ai 2h30 de sortie. Merci Guillaume d'avoir partagé cette sortie. Avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. En attendant, dites-nous en commentaire avec quel coureur vous aimeriez que j'aille rouler lors de ma prochaine sortie. Merci, salut. Salut Guillaume. Salut.